Bonsoir à tous, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, cette nouvelle émission 100% foot, 100% web, en coopération avec nos amis de France Bleu Mayenne et de France Bleu Loire-Océan. Une nouvelle émission intitulée Une semaine en ballon, hashtag USB Foot, présente sur tous les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. On va parler de football à tous les étages, la Ligue 1 avec Nantes et Angers bien évidemment, mais également le National avec 3 clubs des Pays de la Loire, Cholet, Laval et Le Mans. Et puis vous allez en prendre l'habitude, un invité fil rouge chaque semaine viendra débattre avec nous de l'actualité du football. Cette semaine, on a le plaisir d'avoir à nos côtés celui qui a fait les beaux jours et les moins beaux d'Angers et du Nantes. On va pouvoir en discuter avec lui. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Issa Sissoko, messieurs, dames. Ça va Issa ? Ça va et toi ? Merci de ta venue, regarde. Vestiaire ? Super. Hein ? T'as connu ça, un amateur ou en pro ? Les en pro, ils sont un peu plus beaux. Professionnel, ouais, j'ai un peu connu ce type de vestiaire. Ouais. Bon, juste un petit point sur l'actualité avec toi. On sait que tu étais à Amiens l'an passé. Fin de contrat en mois de juin dernier. C'est ça. C'est quoi pour toi l'actualité ? T'as pas de club pour l'instant ? Pour l'instant, sans club. Je travaille avec un préparateur physique. Je m'entraîne avec Vertou en ce moment aussi. Donc, voilà, pour club de la banlieue nantaise ? Ouais, exactement. Donc voilà, ils ont la gentillesse de m'accueillir en attendant que je trouve un projet sportif. Donc voilà, en tout cas, merci à eux. Et voilà, je continue à bosser pour trouver quelque chose de bien. Bon, on espère pour toi évidemment dans les prochaines semaines le plus bref possible. Tu sais qu'on a bien ici une habitude sur cette émission, c'est la première, mais tout le monde va en prendre l'habitude, c'est que l'invité nous amène un maillot. D'accord. Il est où ? Ah, malheureusement, comme ouais, je sais. On voulait voir un maillot de Gênes. Ouais, je sais, mais malheureusement, ouais, comme je dis, tout est dans le garde-meuble, donc bon. C'est pas évident pour moi, mais la prochaine fois, j'essaierai d'y penser. Bon, alors bouge pas. Je vais t'en ramener des maillots, puisqu'on en a plein ici dans le vestiaire du USB Foot, et notamment ces 2 maillots-là, que tu connais bien évidemment. Qui sont beaux. Angers à gauche, Le Mans ici dans ma main droite. Alors, si je te pose la question, lequel des deux serais-tu disposé, évidemment, à reporter un jour ? Le plus ? Bah, forcément, le maillot nantais. Pourquoi ? Parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai tout appris, c'est là où vraiment j'ai commencé le foot dans le monde professionnel. Voilà, j'ai encore les belles images de la montée, j'ai encore pas mal d'amis ici, donc je porterai le maillot de Nantes plutôt que celui d'Angers. Bon, je te laisse de côté, avant de repartir, tu sais où il est. Je les repose moi tranquillement, et puis on va regarder ensemble évidemment le sommaire de l'émission de la première du USB Foot, avec pour commencer le national. On le sait, la trêve internationale est là pour la Ligue 1. Donc tout de suite, on va parler de Laval, roi du happy end. Pourquoi on va le voir ? Parce que les Lavallois marquent énormément de buts dans les toutes dernières minutes. Laval, mais aussi Le Mans de retour, non pas en Ligue 1, non pas parmi le plus haut niveau, mais en milieu professionnel. Le Mans de retour en national. Et puis on va parler quand même de la Ligue 1 et du FC Nantes justement, qui se prête au jeu. Le jeu prôné par Miguel Cardozo. Voilà pour le sommaire de l'émission. Tu vas en apprendre l'habitude aussi. Ok. Pas mal le bruit quand même. Un peu en panne, mais ça va. Un peu en panne, mais ça va. Allez, on va parler bien évidemment, tout de suite du national pour commencer cette USB. C'est parti pour le national, bien évidemment. On va parler tout de suite de Laval. Alors Laval, le match du week-end évidemment, puisque dès demain soir, Laval va jouer contre Lyon-Duchère. Pourquoi match du week-end ? On va regarder tout de suite ensemble le classement de ce national pour se rendre compte que Laval, 3e, va rencontrer le premier, le leader, Lyon-Duchère. Les Lavallois, tu les suis un petit peu ? Oui, bien sûr, parce que j'ai mon ami JC Boué avec qui j'étais à Amiens ensemble. Donc aujourd'hui, il évolue à Laval. Et il joue à quel poste ? Le gardien. Gardien de but. C'est le gardien de but. Donc forcément, je suis Laval comme quelques équipes aussi en national. Alors on le voit, Le Mans aussi bien placé, 5e, et puis Cholet pas loin, dont on reparlera évidemment dans quelques instants. Laval, on le disait, qui a bien débuté, même si ça a été compliqué les 2 premières journées, ils sont parfaitement rattrapés depuis. On regarde notamment ensemble les buts, le 2-0 face à Concarneau, c'était la semaine passée. Les Mayennais qui ont eu un peu de réussite, il faut le reconnaître. Penalty pour les Bretons, et puis ça va être manqué. Les Lavallois vont évidemment en profiter. Laval qui a changé pour l'instant momentanément d'entraîneur. François Ciccolini, je ne sais pas si tu as suivi. J'ai entendu ça, l'affaire, ouais, exactement. Bon, il y a une affaire, il est suspendu à titre conservatoire, on saura s'il continue ou pas à l'issue de la décision de la commission de discipline de la Fédération française. On rappelle qu'il s'était branché avec notre partenaire et notre confrère surtout de France Bleu Mayenne. Alors on parlait du Stade Lavallois qui gagne donc 2-0 le week-end passé face à Concarneau. On va regarder ensemble évidemment à l'issue, c'était juste après le match. Les Lavallois, c'était la fête dans les vestiaires, pas ceux du USB Foot, ceux de Laval, on regarde. Okay.
Ça manque ça, hein, tout ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça fait du bien de voir ce type d'image. Ouais, c'est vrai que ça manque pas mal. Mais bon, j'espère retrouver Rapidement. une joie comme ça aussi rapidement. Ouais. Bon, j'espère que tu vas aussi aimer retrouver, parce que les Lavallois, non seulement ils s'éclatent dans les vestiaires, mais derrière ça continue. On voit que tous ceux qui arrivent de Nice, hein, les Possetti et consorts, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont tout simplement juste après le match, hein, après la douche. Petit barbecue, alors on voit les saucisses, on voit pas le rosé ni la bière heureusement, mais on voit les saucisses, ça a l'air d'être une belle ambiance quand même, non? Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En plus, après une victoire comme ça, c'est bien de se retrouver après un match. Généralement, tous les joueurs ou dans les équipes, on a l'habitude de se retrouver après une belle victoire, donc félicitations à eux. Félicitations, et c'est vrai que ces Lavallois, ils sont étonnants. On va regarder ensemble, bien évidemment, ce qui les caractérise, parce qu'ils ont marqué 5 buts, Issa, depuis le début de la saison. 5 buts, regarde. 5 buts qui vont être marqués entre la 86e et la 95e minute. Alors avec Laval, il ne faut pas être cardiaque. Hein. Ah ouais, à ce que je vois là, ouais, c'est clair que, à mon avis, c'est une équipe qui doit mentalement être très très fort, parce que de pouvoir marquer 5 buts quasiment entre guillemets dans les arrêts de jeu, donc forcément c'est une équipe avec beaucoup de caractère. Donc je pense que ça promet une bonne saison, je pense. Bon, on espère en tout cas. On va aller rejoindre tout de suite notre confrère justement Martin Cotta de France Bleu Mayenne, qui suit entre autres les Mayennais depuis le début de cette saison. Martin Cotta qui va justement nous parler de savoir si ces fameux buts inscrits entre la 86e et la 95e sont le gage d'une réussite ou pas. On va écouter Martin. Cela révèle surtout le caractère fort de l'équipe, un état d'esprit de guerrier. Il y a du vice chez certains comme Alexis Bosetti lors de la première journée de championnat contre Quevilly-Rouen. Alexis Bosetti se jette dans les gants du gardien normand et obtient un pénalty à la 92e minute. 2 semaines plus tard, contre Bourg-en-Bresse, même scénario, pénalty accordé à la 89e minute après un léger tacle, il faut le dire, un léger croche-patte d'un défenseur sur ce même Alexis Bosetti. Laval est en pleine réussite en ce début de saison. Preuve en est encore la semaine dernière contre Concarneau. Les Bretons obtiennent un pénalty, le loupe, et derrière, Laval porte les stockades, 2 buts marqués, victoire 2-0. La seule inquiétude du côté des joueurs, du côté des dirigeants, ce sont les entames de match. Un peu trop timides, ça ronronne, et avec pas franchement d'occasion à se mettre sous la dent. Il faut donc travailler sur cet aspect du côté des joueurs et des dirigeants. En tout cas, messieurs, dames, vous êtes prévenus. Si vous voulez voir des buts à Laval, pas forcément besoin de venir dès le coup d'envoi. Merci Martin, effectivement. Mais bon, on a bien fait de faire ces chroniques aujourd'hui, parce que je ne pense pas que ça va quand même durer. On l'espère en tout cas pour les Lavallois, pour le côté victoire. Maintenant, place au Mans tout de suite. Alors, nos amis en Manceau, on l'a dit, Issa, c'est le retour. Hein. On sait qu'ils ont connu une descente aux enfers. Tu avais suivi l'épisode à ce moment-là? Un petit peu. C'est vrai que c'est dommage que ça soit tombé sur eux, parce que je trouve que Le Mans, c'est quand même un grand club. Voilà, ils ont figuré sur pas mal de choses en première division. Avec un beau stade. Ouais, beau stade aussi. Donc, c'est vrai que ça nous attriste un petit peu. Mais j'espère qu'ils vont, pourquoi pas, se relancer cette saison en nationale, et pourquoi pas remonter en Ligue 2 la saison prochaine. Alors on regarde en même temps l'entraînement, il y a plusieurs vidéos qui circulent bien évidemment sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, ça, je le sais. On va regarder les entraînements justement des Manceaux, on les voit. Des Manceaux qui ont réussi aussi un beau début de championnat, on l'a vu tout à l'heure, 5e depuis le début de cette saison. Et c'est vrai qu'il y a du jeu, alors on l'a dit, hein, il y a aussi pas mal de budget, il y a pas mal de choses qui se font au Mans pour repartir vers le haut. Il y a notamment, regardez ce tweet, d'un des supporters du Mans FC, qui va pouvoir nous amener à ce que fait le Mans depuis le début de cette saison. Le tweet d'un supporter manceau, je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir, ça y est, voilà, le voilà. Une équipe avec un fond de jeu qui va de l'avant dans ce stade attractif, on en parle, hein, le stade MM Arena, hein, qui nous a coûté si cher sportivement, effectivement. Apparemment, un président, M. Gomez, qui redonne l'amour du maillot grâce à un recrutement plutôt ambitieux, avec un maître à jouer, un roi, Rémi B8, c'est Rémi Boissier, 3 buts pour le milieu offensif en 5 matchs. Voilà, ça promet, c'est pas mal quand même. Alors, on le disait, Issa, Le Mans, c'est un grand stade. Ça fait partie de ces grandes villes aussi maintenant en France qui ont joué en Ligue 1. On voulait savoir justement si du côté du budget du Mans, qui est, on le sait, assez solide, si le budget faisait tout pour remonter au plus haut niveau. Qu'est-ce que tu en penses d'abord? Moi, je pense qu'à partir du moment où on a un gros budget, forcément, déjà, on a un pouvoir d'attraction. On peut attirer des joueurs avec un profil intéressant. Donc forcément, ils ont cette capacité à pouvoir attirer des bons joueurs, que ce soit même Ligue 2, voire Ligue 1, avec des joueurs qui sont un petit peu en baisse. Donc je pense que quand on a cette capacité financière, et en plus
On voit que Le Mans a quand même les installations qu'il faut. Ils ont un beau stade. Voilà, il y a un engouement qui s'est refait au fil des années. Donc je pense que Le Mans, c'est un club attractif et j'espère qu'ils vont retrouver rapidement le championnat de Ligue 2 la saison prochaine. Voilà, et on les voit, hein, c'était la victoire face à Pau. C'était également le week-end dernier, devant quand même plus de 4000 personnes au stade du MM Arena. Bon. Alors on parlait du budget, justement Thierry Fourmy, notre confrère de France 3 Men, s'est intéressé au budget pour savoir si c'était tout le temps l'occasion d'avoir un grand budget et de pouvoir remonter au plus haut niveau. On l'écoute. Oui Anthony, 4,5 millions d'euros, c'est le budget du Mans FC, budget confortable pour un promu, mais ce n'est pas le plus gros budget du national. À titre de comparaison, le voisin mayennais, le Stade Lavallois, est passé cette année de 4 à 6 millions d'euros de budget. Alors avoir un gros budget dans ce championnat compliqué du national n'est pas synonyme de réussite. Vous voyez l'exemple l'an passé de Créteil relégué avec un budget de 6,5 millions d'euros. Et puis ça marche également dans le sens inverse, puisque souvenez-vous, il y a un petit peu plus de 10 ans, quand le SCO d'Angers remontait en Ligue 2, eh bien les Angevins s'appuyaient sur un tout petit budget, 1,8 million d'euros. Vous le voyez donc, les Manceaux ont les moyens de leurs ambitions et espèrent secrètement retrouver la Ligue 2 en fin de saison. Ça serait une deuxième accession consécutive et ce serait surtout 5 ans après la liquidation du club survenue en 2013. Merci à Thierry Fourmy, évidemment. Et c'est vrai que cette équipe du Mans fait partie des 6 équipes encore invaincues dans ce championnat national. Pour revenir un petit peu à ce qu'on a vu sur la préparation physique, sur les entraînements, sur aussi ce qui peut aller derrière la diététique, le barbecue, il y a une grosse différence entre toi qui as connu le milieu amateur et le milieu professionnel au niveau de cette préparation invisible. Forcément, il y a toujours quelque chose qui différencie la Ligue 1 ou la nationale. Après, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes préparations. On sait qu'en Ligue 1, le moindre la écart. préparation physique elle est beaucoup plus intense parce que les matchs sont beaucoup plus hachés. On rencontre des adversaires potentiellement plus forts comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille, voire l'Olympique Lyonnais aussi. Après, en Ligue 1, c'est quand même un championnat assez homogène. On sait qu'il y a le premier et la 6e place, on sait que c'est compliqué d'y aller. Mais après, il y a 14 équipes, 13 équipes qui se battent pour le maintien. Donc forcément, c'est vachement différent de la nationale et de la Ligue 2. Mais le moindre écart, on le voyait, est-ce qu'il se paie cash? Est-ce qu'il faut pas... Directement. Vraiment? Ça, c'est réel. Tu l'as testé, toi qui venais du milieu amateur? Ouais, non, mais c'est réel. En Ligue 1, quand on perd le ballon dans les 25 mètres, ça fait boum direct. Alors que je pense que quand on joue dans une équipe un petit peu plus faible, forcément, ça se paye peut-être pas cash, mais en tout cas en Ligue 1, c'est filé, quoi. Bon, et bien après Le Mans, c'est fini. On va surtout s'intéresser maintenant au 3e club des Pays de la Loire en national. J'ai nommé Cholet. Cholet, donc l'outsider pour ce championnat national, surtout par rapport à Laval et Le Mans qui ont des objectifs de remonter. Laval qui n'a pas d'autre choix que de remonter, sinon le statut pro terminé pour les Mayennais. Ils ont une dérogation, j'ai entendu. Voilà, juste une dernière année, effectivement, autrement ils vont perdre tout ça. Alors on voit les Choletais d'ailleurs en action, c'était sur le 0-0 face à Bourg-en-Bresse. Des Choletais qui recrutent pas mal d'ailleurs d'anciens Nantais, il y a 4-5 joueurs, il y a Cassimirou Diop, il y a... Ismaël Keita est toujours là-bas. Ismaël Keita qui est effectivement là-bas, ils sont 4 ou 5 je crois en tout. Peut-être qu'ils vont t'appeler pour faire un 6e, c'est pas très loin Cholet. Je sais. De Nantes. On disait l'outsider, pourquoi? Parce que cette équipe choletaise, elle apprend le plus haut niveau, on va dire, parce c'est sa 2e saison, simplement. C'est compliqué de rester dans le championnat national. C'est vrai que c'est jamais évident. En plus, le championnat national est très, très, très compliqué. Après, je pense que c'est une équipe, si la saison dernière, ils ont réussi à se maintenir, je pense qu'ils vont essayer de rester le plus longtemps possible au national et pourquoi pas un jour essayer de passer le cap d'aller dans le monde professionnel. Et puis ce qui est très compliqué également, c'est qu'à Cholet, il y a quasiment 40 contrats. Pas pro, mais 40 contrats. Alors il va certainement y avoir aussi des joueurs qui ne joueront pas, mais toujours compliqué pour un groupe d'être aussi nombreux. Très difficile, surtout pour l'entraîneur, c'est compliqué. Et je pense que quand on veut bien travailler, il faut un groupe de 23 ou 24 joueurs potentiels. Donc quand on a 40, forcément c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, je pense que le coach, c'est lui le coach, donc c'est lui qui prendra les décisions. Bon, eh bien, on va regarder ensemble ça. Ce qui attend nos 3 clubs pour la journée de demain soir, puisque les 3 vont jouer vendredi. À savoir, donc on l'a dit, Laval, Lyon-Duchère, le match du week-end, mais Le Mans se déplacera à Villefranche. Villefranche, c'est 5 matchs nuls. Donc on va voir ce que vont faire les Manceaux. Et puis le déplacement à Drancy, 18e de ce championnat national. Pour Cholet, ça ne sera pas évident non plus pour les Choletais. Évidemment, on vous reparlera de tout ça dès la semaine prochaine dans ce 2e numéro donc, du SB pour le national.
c'est terminé et ça lui casse les oreilles. On va passer tout de suite à la Ligue 1. C'est parti. Alors, la Ligue 1, avec tout de suite, pour se mettre un petit peu dans le bain, le classement, bien évidemment. Bon, Paris, premier, ça ne va pas t'étonner. Non, pas du tout. Voilà, tes deux clubs, d'ailleurs, hein, puisqu'il y a deux clubs des Pays de la Loire où tu as joué qui figurent parmi ce classement. 16e, 18e, un mot sur le début de championnat de ces deux clubs. On va commencer par Nantes. Déjà, c'est un début de saison assez mitigé, parce que je pensais qu'avec le recrutement qu'ils ont fait, qu'ils allaient, pourquoi pas, être dans la première partie de tableau. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Après, c'est vrai qu'il y a aussi l'entraîneur qui est arrivé. Voilà, il faut que la mayonnaise prenne aussi. Donc, forcément, ce n'est pas évident pour lui, mais il faut lui laisser le temps. Comme on sait qu'à Nantes, il n'y a pas beaucoup de temps, malheureusement. De patience, ouais, c'est sûr. C'est ça qui est un petit peu dommage. Et puis Angers. Et puis Angers, pareil, un petit peu aussi. J'étais au match contre Nîmes où ils perdent 4-3. Donc, on sait que Angers, c'est une équipe compacte. Donc, voilà, maintenant, j'espère qu'ils vont essayer d'être compacts pour essayer pourquoi pas, être de figure dans la première partie tableau. Bon, tu as peut-être dû voir aussi l'utilisation notamment de la VAR depuis le début de ce championnat. Eh bien oui, on en parle évidemment sur tous les terrains, après tous les matchs. Eh bien, on a demandé à Olivier Quin, le consultant de France Bleu Loire-Océan, son opinion sur la VAR. On va regarder, c'est assez tranché. Ouais, j'avais envie d'en parler parce que tout le monde pense que la VAR va résoudre les erreurs d'arbitrage et j'ai envie d'essayer de prouver que non. J'ai 3 exemples concrets. Le premier, c'est lors de Nîmes-Paris Saint-Germain samedi après-midi avec la faute non vue par l'arbitre de Thiago Silva sur un Nîmois. On fait appel à la VAR, penalty, aucun doute, aucun problème. Et ça, effectivement, ça résout un problème. Le deuxième, c'est lors de Strasbourg-Nantes, avec la faute non sifflée juste avant. Alors il y avait faute, il n'y avait pas faute, même avec la VAR, on n'a pas pu bien s'en rendre compte. Et là c'est difficile et ça reste à l'appréciation de l'arbitre, ça reste à l'appréciation de l'humain, on ne pourra jamais remplacer ça. Et puis le troisième cas, c'est 4 cas de figure dans le même match, c'est Saint-Étienne dimanche après-midi. Alors 2 cas avérés pour la VAR où il y avait main involontaire et faute, donc pas de pénalty pour les Stéphanois. Et puis 2 autres beaucoup plus litigieux où l'arbitre n'a pas fait appel à la VAR, mais il aurait peut-être dû. Alors oui, la VAR va résoudre des problèmes. Pas tous. Il y a juste un truc qui me gêne, c'est qu'on l'a mis à la Coupe du Monde, on l'a mis dans les championnats, notamment le championnat de Ligue 1, et on ne va pas le mettre sur les matchs de Ligue des Champions. Et ça peut avoir une incidence sur quelques résultats, et c'est un petit peu gênant. Maintenant, on ne sera jamais satisfait à 100% malheureusement. Et oui, et Charles Proulx qui est derrière les caméras est d'accord avec Olivier Quin. On est nombreux d'ailleurs à le suivre parce que c'est vrai que la VAR fait beaucoup parler, Issa, et elle fera parler encore certainement dans les semaines à venir. On parlait tout à l'heure du FC Nantes, c'est le moment d'accueillir le focus sur les Canaries. Le FC Nantes, avec ce début de saison, on le disait, Issa, changement de coach, 8 joueurs qui arrivent plutôt du côté du FC Nantes, des départs, une dizaine justement, avec des titulaires. Ouais. Tu continues à les suivre, ces Nantais? Bien sûr, toujours, bien sûr. Tu as encore quelques potes ou oui, depuis le temps Valentin Rongier, Kofi qui est parti au Torino, Abdoulaye Touré, non, il n'y a aucun souci avec eux, je m'entends très bien avec eux. Karim Bodji aussi, tu l'as connu? Ouais, Karim Bodji, je l'ai connu en sélection du Sénégal, super mec, costaud, colosse, je ne sais pas si tu l'as croisé, mais ouais, super mec. 1m92, un beau bébé. Ouais, super mec, franchement super mec. Ça va son genou? Bah écoute, j'ai pas encore eu de nouvelles, mais j'espère qu'il va retrouver ses possessions pour donner un coup de main à Nantes en tout cas. Bon, en tout cas, c'est vrai que cette équipe nantaise a une grosse coloration évidemment brésilienne. Oh oui. Hein, 6 Brésiliens, puisque Lucas Lima est finalement resté parmi les Nantais. Allez, on s'est fait un petit moment sympa parce qu'ils font tout, Nantes, les Brésiliens. Peut-être aussi à manger, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils font même les interviews d'après-match. C'est Lucas Lima, regarde, qui est en train d'interviewer Lucas Evangelista, qui vient de marquer, juste après, c'est à la fin du match, il vient de marquer son premier but sous les maillots nantais. On va les écouter. Acho que a vitória é merecida, né? O trabalho que todo mundo está fazendo. Estamos todo mundo treinando muito bem, todo mundo muito focado. Eu acho que a vitória chegou no momento certo. Il a dit que c'était très important la victoire aujourd'hui, tout le monde ensemble. Je pense que c'était très important la première victoire du championnat. C'est important parce que l'esprit c'était toujours haut et il faut continuer parce que reste beaucoup de campeonato encore. O que você pensa do teu primeiro gol na competição? Primeiro gol pelo clube, está feliz? Estou muito feliz.
Oui, c'est joli, ça nous fait voyager cet accent brésilien quand même. C'est beau. Ouais, Alors, c'est pas le Wolof, hein. Le Wolof, quand il y a des dialectes sénégalais qui est beau aussi à C'est entendre. différent. Mais c'est différent, mais c'est sympa hein, en même temps. Ouais, Ça prouve c'est qu'il y a cool. une bonne ambiance aussi dans ce groupe. Bien sûr. Bah, de toute façon, quand il y a victoire, forcément, tout le monde est C'est mieux. content. Ouais, c'est toujours mieux, mais de voir ces images, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est vrai que c'est Nantais avec la victoire face à Strasbourg. À Strasbourg se sont donné un petit peu de baume au cœur. Alors, il y a eu, c'est vrai, une petite polémique. On a parlé d'un grand nombre au niveau de l'effectif de joueurs, hein, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de départs finalement lors du mercato. À la fin du mercato, des Nantais qui sont une trentaine hein, sous contrat professionnel, facile. Du coup, les jeunes, pas beaucoup de possibilités de jouer. Un joueur en devenir a été prêté à Sannois-Saint-Gratien, c'est Jonathan Nsondé, hein, qui a 22 ans. On a posé aussi la question à Greg Julien hein, de France Bleu Loire-Océan. Un seul joueur prêté, est-ce que ça suffit du côté du FC Nantes? On l'écoute. Et c'est peu si on regarde les autres clubs de Ligue 1. Caen et Reims ont prêté 4 joueurs, des joueurs en devenir dans des divisions inférieures. Guingamp et Rennes 3, Lyon 2. Alors aujourd'hui, c'est quoi le problème au FC Nantes? Eh bien, c'est qu'il y a un embouteillage. 6 gardiens pour 2 places de titulaires. Oliero, 3e dans la hiérarchie, ne joue pas. Brat, 4e dans la hiérarchie, évolue avec la réserve en National 2. Pour moi, c'est du gâchis. Ces garçons pourraient emmagasiner de l'expérience ailleurs. Idem pour d'autres Canaries, Prado, Allégué, Bourriou, ils ne joueront pratiquement pas en Ligue 1 cette saison. Et pour moi, ils perdent leur temps en National 2. Alors je sais qu'ils ont cherché un point de chute en Ligue 2 ou en National à l'intersaison. Ils n'ont pas trouvé preneur. Et c'est vraiment dommage parce que ça a du bon d'être prêté. Yassine Bamou et Abdoulaye Touré, par exemple, eh bien, ils sont revenus beaucoup plus forts mentalement après leur passage à Luçon et au Poiré. La solution pour le FC Nantes, c'est peut-être de nouer un partenariat avec un club de Ligue 2 ou un club de National. Pourquoi pas avec Cholet ou Le Mans, par exemple. Cholet, Le Mans ou Laval, par exemple, il a raison, Greg Julien. Le Gardois Greg Julien, qui pourrait être italien, hein, il aime bien. Je vois ça, beaucoup de gestes. Hein. Beaucoup de gestes, il est pas mal dans son côté expressif. On parle toujours du FC Nantes, on suit ce FC Nantes depuis le début de la saison, on s'intéresse maintenant à l'homme de la semaine. Le joueur de la semaine, Issa, tu vas le voir en même temps que nous d'ailleurs, hein, il est très connu du côté du FC Nantes, c'est sa 4e saison pour l'Italo-Argentin. Emiliano Sala. Bien Issa, bien, tu suis, c'est impeccable. Que tu n'as pas connu d'ailleurs, parce qu'au moment où tu es parti à Gênes, lui est arrivé de Caen, parce qu'il était en prêt avec Bordeaux. Tu l'as croisé sur les terrains quand même? Ouais, je l'ai croisé une fois ou deux, peut-être quand il était à Bordeaux, il me semble. Donc, peut-être moins performant que maintenant Bon, après, c'est difficile à dire, parce que comme il a été prêté, il était peut-être encore un jeune, il n'était peut-être pas arrivé aussi à maturité pour pouvoir évoluer au plus haut niveau. Donc, je pense qu'on va plutôt le juger sur cette saison-là, même si je sais que la saison dernière, il a été bon. Il a été bon et ça fait 3 saisons même qu'il est le meilleur buteur des Nantais. 6 réalisations la première année, c'était pas beaucoup, mais 12 et 12 les 2 derniers passés. On espère pour lui qu'il va rééditer ce même type de performance. On avait une stat pour lui, et elle parle hein, effectivement pour lui. On le sait qu'il a failli partir au mercato. Il avait en tout cas la tête certainement ailleurs. Alors, regarde la stat du côté d'Emiliano Sala. Sur le banc, la plupart du temps, 3 buts en 182 minutes. Un but toutes les 60 minutes, c'est pas mal quand même en Ligue 1 pour le début. C'est magnifique. C'est pas mal. C'est magnifique. Il devrait sortir du banc d'ailleurs. Ouais, il devrait sortir du banc. Mais je pense que maintenant, il a peut-être compris, Miguel Cardozo, qu'il ne va pas pouvoir se passer des services d'Emiliano Sala, qui est donc le 2e meilleur joueur de Ligue 1 au niveau ratio, temps de jeu, but, derrière un certain Kylian Mbappé. Bien révisé. Il a bien révisé, Issa, il est au top. Issa, c'est vrai qu'Emiliano Sala va faire du bien avec ce retour du côté du FC Nantes. On dirait presque avant la trêve internationale, tout était rose, tout était bien. Le FC Nantes venait de gagner enfin son premier match. On va donner le premier carton jaune de la semaine. Carton jaune. Et le carton jaune, il est pour un garçon et surtout un homme que tu connais plutôt bien. On va le découvrir ensemble. Il s'agit du président du FC Nantes qui a déclaré, c'était juste au coup de sifflet final de la victoire à Strasbourg, il a déclaré à nos confrères d'RTL, ça n'est jamais plaisant de dire du mal de quelqu'un. Là, il parle du coach. On est obligé d'avoir des résultats pour rester entraîneur. Ça te surprend cette déclaration de Valdemar Kita? Tu l'as bien connu, allez. Tu l'as bien connu. Je sais que tu l'apprécies en plus. Ouais, je l'apprécie beaucoup. Il a fait beaucoup pour ta venue? Beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'après, c'est le président, on le connaît. On sait que voilà, il peut pas s'empêcher. Un président sanguin, voilà. Après, je pense que voilà, le fait de parler comme ça, c'est parce que voilà, je pense qu'il aime l'entraîneur et il veut que l'entraîneur amène des résultats. Donc voilà, c'est pour ça qu'il le paye d'ailleurs. Voilà, maintenant il faut laisser du temps au coach pour qu'il
pour qu'il puisse faire les choses du mieux possible. Ouais, tranquillement. On va le voir d'ailleurs en image, le coach. Il est avec son staff parce qu'il est venu avec tout son staff portugais. Miguel Cardoso, on voulait changer du style Ranieri, ultra défensif. On amène Miguel Cardoso qui a un petit passé d'entraîneur, mais en tout cas qui faisait bien évidemment son travail offensivement, surtout. Il faut lui laisser du temps, non? Bien sûr, toujours. Il faut toujours laisser du temps aux entraîneurs, surtout lui qui est à l'étranger, qui a fait une super saison avec Rio Ave la saison dernière. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il a un effectif un petit peu plus costaud que Rio Ave. Donc voilà, je lui souhaite vraiment le meilleur. Le meilleur, et c'est vrai qu'il a été se reposer un petit peu. Là, juste après, on la voit cette photo, c'était après le match contre Strasbourg. Mais il a été se reposer quelques jours du côté de chez lui, au Portugal, où lui, il aime bien poster quelques petites photos sur les réseaux sociaux. Regardez chez lui, là, tranquille, à se reposer. C'est vrai qu'il a eu un début de saison, évidemment, avec beaucoup de pression. Voilà pour le FC Nantes, c'était l'actu nantaise de cette semaine dans USB. On va passer tout de suite à l'actu d'Angesco, ton autre club. C'est parti. Angesco, le vrai départ. Et oui, avec cette victoire déjà contre Lille. 1-0, t'étais pas par contre au stade là. Non, par contre. T'as été voir la défaite contre Nîmes? Ouais, j'étais le chat noir, je crois, apparemment, ce soir-là, parce que j'étais parti voir Nantes. Ils ont perdu. Je suis parti voir. Ah, t'as fait la totale. Ils ont perdu, donc dur. Bon, la totale. Alors, on parle de ce mercato justement parce que tout le monde a vu qu'Angesco a vendu Toko Ekambi. Quand je dis vendu, c'est pas un bon terme, mais il est parti pour 18 millions d'euros du côté de l'Espagne et de Villarreal. C'était promis pour le joueur. Il avait un bon de sortie. Tout le monde en est sorti gagnant. Forcément. Mais on s'est dit, avec ces 18 millions d'euros, Angers va recruter, peut-être pas l'équivalent de Toko Ekambi, mais au moins un joueur d'un gros calibre. Une bonne pointure, ouais. J'ai rien contre Stéphane Bauken. Est-ce que j'ai rien contre Christian Lopez qui arrive de Lens? Est-ce qu'ils ont réussi à trouver l'équivalent? Pour moi, non. Parce que moi, je connais Karl. J'ai joué à Angers avec lui. Donc, je pense qu'Angers aurait pu prendre vraiment un joueur avec beaucoup plus de qualité. Après, voilà, ils se sont ciblés sur des joueurs qui connaissaient la Ligue 1. Bauken qui était à Strasbourg et c'était Christian Lopez qui était à Lens. Qui était à Lens, qui ne connaît pas forcément le championnat de Ligue 1. Donc voilà, moi... c'est là en dessous de Toko Ekambi. Ouais, pour moi, oui. J'aurais eu personnellement l'argent, j'aurais été directeur sportif, en tout cas, j'aurais pris un joueur de gros calibre, en tout cas. De gros calibre. Alors, heureusement, quelque part, peut-être tu vas me dire que ce n'est pas le cas, mais ça m'étonnerait. Heureusement, ils ont réussi à récupérer un garçon que tu connais bien également, Cher Ndoye. Qui jouait à Angers déjà il y a 2 saisons, qui était parti en Championship en Angleterre. Ils l'ont récupéré et c'est vrai que ça va faire du bien, on va en reparler. On regarde d'abord ce tweet qui est passé sur Cher Ndoye. Et oui, Angesco, c'était le match contre Lille, avec ses ballons dans le milieu de terrain depuis le début du match pour le milieu de terrain. Donc Cher Ndoye, c'est une bonne chose qu'il soit revenu pour Angers. Très fort. Moi, c'est un joueur que... tu dis ça parce qu'il est sénégalais. Ouais, aussi. Non, mais c'est un joueur que j'admire parce que voilà, c'est un homme de vestiaire. Voilà, quand j'étais à Angers, c'est vraiment lui qui prenait la parole. C'était notre capitaine du vestiaire et je pense qu'il va faire vraiment du bien à cette équipe d'Angers, notamment au milieu de terrain. Effectivement, s'il va apporter et son expérience et son côté leader naturel sur le terrain, c'est vrai que ça va être certainement un atout de taille, au sens propre comme au sens figuré pour Angesco. Alors on l'a dit, Toko Ekambi est parti. Il y en a un autre qui a fait ses valises également et qui était depuis quelques années du côté d'Angesco. C'est le franco-laotien Billy. Après on te donnera, c'est Billy comment? Ketkeo Fonfon, on dit. Pas mal. Je croyais que j'allais t'avoir là-dessus. Mais non, je suis très fort. Ketkeo Fonfon. Et celui qui lui a rendu hommage, tu vas le voir, eh bien c'est Pierrick Capel. Sur sa story Instagram avec des images et surtout des petits mots très sympas. L'amitié dans le football, parfois les gens qui ne sont pas à l'intérieur, on se dit ouais, bon, l'amitié en football, les gens maintenant, c'est les footballeurs, c'est l'argent, on va dans les clubs qui nous proposent le plus. Est-ce que ça existe véritablement? Forcément, et ça existe, hein. Ça existe, on ne va pas se le cacher. Il y a l'amitié qui est bonne, mais après il y a aussi le côté financier qui nous permet aussi de vivre et de pouvoir faire vivre aussi nos familles. Après, voilà, on n'a pas tous le même aspect ou le même côté, mais voilà, en tout cas, moi, j'ai joué pour le sportif, on a tous joué pour le côté financier aussi. Donc voilà, il y a ces 2 aspects à gérer en tout cas. À prendre en compte, est-ce que tu as gardé 1 voire 2 très très bons amis dans le milieu du foot ou plus peut-être, je sais pas. Dans tous les clubs où j'ai été. Mais c'est des potes, mais est-ce que c'est vraiment des amis? Des bons amis. Des bons amis. Ouais, on reste en contact, on s'envoie des petits textos, des photos de nos petits-enfants aujourd'hui, parce qu'il y a quelques années, on n'en avait pas, comme avec Lucado, voilà, c'est vraiment des bonnes amitiés qui durent, et je sais que même après le foot, voilà, on va se revoir, et non, vraiment...
Quand tu nous posteras une petite vidéo, quand tu fais un barbecue le Il n'y a pas de prochain, souci. on la récupérera dans USB. Dans 8 ans. Effectivement, allez, on va regarder ensemble ce qui va se passer du côté du FC Nantes et d'Angers pour, non pas ce week-end, puisqu'on l'a dit, l'équipe de France joue, mais ce sera pour le week-end d'après, avec le déplacement d'Angers à Dijon. Ça ne sera pas simple, même si les Dijonnais ont perdu le week-end dernier. Et puis Nantes qui doit absolument s'imposer après sa défaite face à Monaco à domicile, son match nul face à Caen. Il faudra pour les Nantais une victoire pour continuer sur la série et emmagasiner surtout, on l'a dit, de la confiance. On a fait le national, on vient de quitter la Ligue 1 est terminée, bien évidemment, et on passe donc à notre quiz de fin. Le jeu est simple, Issa. On va d'abord te demander de choisir une porte derrière toi, parmi le vestiaire du SB Foot, pour déterminer quelle sera la question que je vais te poser. Vas-y, choisis une porte. Allez, celle-là. Celle-là. Ce sera donc une question sur Angers. Voilà, tu as connu le club pendant une année. Allez, tu peux te rasseoir, on va voir si tu es efficace ou pas. La question porte sur l'année de création d'Angesco. Est-ce que Angesco est né en 1914? Réponse A. Est-ce qu'Angesco est né en 1919? Réponse B. Est-ce qu'Angesco est né en 1918? Réponse C. Je répondrai réponse C. Réponse C, 1918. Est-ce que tu es sûr de toi? Ben non, c'est pas 1918. On voit que tu es plus au taquet sur Nantes quand même. 1919, Issa, 1919, l'année de création pour Angesco. Allez, viens nous rejoindre, c'est quasiment la fin de cette émission. Ouais. Merci à toi en tout cas. Avant de souci. se quitter, on a eu un petit coup de cœur cette semaine pour la première du SB. On va en reparler.